Personne ne saura que je suis ici. Cette légende sous la photo d'une femme en pleurs, envoyée depuis un compte crypté, est devenue un fantôme numérique, le dernier message connu d'Helga Petersen. Un message qui n'a jamais atteint son destinataire, restant dans les fichiers supprimés d'un téléphone appartenant à l'une des personnes les plus influentes du Qatar. L'histoire de la disparition d'Helga Petersen, une créatrice de mode de 30 ans originaire de Hambourg, n'a pas fait l'objet d'une large couverture dans la presse mondiale. Les incidents touchant les intérêts de l'élite du Moyen-Orient dépassent rarement le cadre des canaux diplomatiques fermés et des bureaux discrets des agences de détectives privées. Les premiers mois de 2019 ont été mouvementés pour Helga, qui, selon sa proche amie Clara Meyer, lui semblait sortir tout droit d'un scénario de film hollywoodien. Helga était une créatrice de mode talentueuse mais relativement inconnue, propriétaire d'un petit studio dans le quartier d'Altona, à Hambourg. Son travail se caractérisait par des coupes minimalistes et une attention particulière portée aux textures complexes des tissus, mais elle n'arrivait pas à percer sur le marché européen très concurrentiel. Ses difficultés financières et sa stagnation créative ont créé un terrain fertile pour des offres qui promettaient une solution rapide à tous ces problèmes. Une telle offre a été faite en février 2019 par l'agence suisse d'élite Global Elite Solutions, qui se positionnait comme un service de conciergerie pour des clients ultra riches. En réalité, comme le découvrira plus tard un détective privé engagé par la famille Petersen, l'agence était spécialisée dans la recherche de compagnons pour des personnes influentes, garantissant une confidentialité totale et un soutien juridique pour les contrats. Le client qui s'est intéressé à Helga s'est avéré être Cheikh Youssouf Al-Tamimi, 47 ans, membre d'une branche collatérale de la dynastie régnante du Qatar et acteur majeur du marché du gaz naturel liquéfié. Sa fortune, selon les estimations les plus prudentes, était estimée à plusieurs milliards de dollars. Un représentant de l'agence a contacté Helga pour lui proposer une opportunité unique: devenir conseillère en style et créatrice de garde-robe personnelle pour un magnate du Moyen-Orient disposant d'un budget pratiquement illimité. On lui a promis son propre studio à Doha, l'accès aux matériaux les plus rares et le financement complet de sa propre collection de vêtements. Après plusieurs appels vidéo, au cours desquels Youssouf Al-Tamimi lui est apparu comme un homme charmant, cultivé et amateur d'art, Helga a accepté de le rencontrer en personne à Paris. La cour que lui fit le Cheikh fut méthodique et impressionnante. Il lui loua un pantouse à l'hôtel Georges V, lui offrit des bijoux Cartier et des livres anciens sur l'histoire du costume. Il lui parle de son talent, d'un avenir dans lequel elle deviendrait la reine de la mode, libérée de tout souci financier. Il ne lui fit aucune proposition indécente, cultivant l'image d'un mécène des arts, enchanté par son génie. La famille d'Helga, en particulier son frère aîné Thomas Petersen, a réagi à ce qui se passait avec un scepticisme non dissimulé. Il était alarmé par la rapidité avec laquelle les événements se déroulaient et par l'opacité du Cheikh lui-même. Cependant, Helga, aveuglée par les perspectives et l'ampleur de la personnalité d'Al-Tamimi, a ignoré les avertissements. Début mars 2019, elle a signé un contrat avec une société écran enregistrée à Chypre. Ce contrat de 120 pages décrivait non seulement ses responsabilités professionnelles, mais comprenait également une clause lui interdisant de divulguer toute information sur la vie personnelle du client. Ce document transférait effectivement le contrôle de ses mouvements et de ses contacts à son employeur. À la mi-mars, elle a quitté Hambourg, disant à sa famille qu'elle se rendait à Doha pour travailler sur le projet de ses rêves. Sa nouvelle maison était l'une des villas du complexe luxueux et sécurisé West Bay Lagoon, situé sur une île artificielle au large de la côte de Doha.
Le complexe était un labyrinthe de demeures luxueuses, séparées les unes des autres par de hauts murs, avec des plages privées et une sécurité 24 heures sur 24. Il était impossible d'entrer sur le territoire sans l'invitation d'un résident. Pendant les premières semaines, la vie d'Helga ressemblait vraiment à un conte de fées. Le Cher lui avait fourni du personnel de maison, un chauffeur personnel et des cartes de crédit illimitées. Elle envoyait régulièrement des photos à sa famille et à ses amis depuis des restaurants luxueux, des boutiques et à bord d'un yacht privé. Cependant, ces messages, qui ont ensuite été analysés par des experts en cybersécurité, montraient déjà des signes alarmants. Elle mentionnait qu'elle était rarement seule, constamment accompagnée de gardes du corps, et que son nouveau téléphone, un cadeau de Youssouf, semblait mal fonctionner. Certains messages ne passaient pas et les appels étaient coupés. À la fin du mois d'avril, le ton de ses lettres avait changé. Elle écrivait qu'elle était fatiguée, que le travail sur la collection n'avait pas encore commencé et que ses journées se résumaient à assister à des événements sociaux où elle jouait le rôle d'un bel accessoire. Elle se plaignait d'un contrôle total. Le Cher vérifiait ses appels, lisait sa correspondance et se mettait en colère si elle essayait de contacter ses amis masculins en Allemagne. La vie paradisiaque promise s'est avérée être une cage dorée dont elle ne pouvait s'échapper. Le dernier appel à son frère a eu lieu début mai. Helga parlait à voix basse, elle avait peur. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait rentrer chez elle, mais qu'elle ne savait pas comment faire. Elle a mentionné que son passeport et ses documents personnels étaient retenus par Youssouf. Le lendemain, son téléphone ne répondait plus. Toutes les tentatives de sa famille pour la contacter par l'intermédiaire de l'agence Global Elite Solutions sont restées sans réponse. Une semaine plus tard, les représentants de l'agence ont déclaré que Madame Peterson avait résilié son contrat de son propre chef et quitté le Qatar pour une destination inconnue. À la mi-mai 2019, la famille Peterson a officiellement signalé sa disparition à la police de Hambourg. La police allemande a alors envoyé une demande à Interpol, mais l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Les autorités qataries se sont montrées réticentes à coopérer, invoquant la souveraineté et l'absence de preuves d'un crime sur leur territoire. Le statut et l'influence du cheikh Youssouf Al-Tamimi le rendaient pratiquement immunisé contre le système judiciaire de son pays. Pour le monde extérieur, Helga Peterson avait disparu. L'impuissance est le mot qui décrit le mieux l'état d'esprit de la famille Peterson au cours des mois qui ont suivi. Les voies de communication officielles se sont transformées en un désert bureaucratique. Le ministère allemand des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude, mais a souligné la nécessité de respecter le protocole diplomatique. La partie qatarienne, par l'intermédiaire de son ambassade à Berlin, a fourni une réponse laconique. La citoyenne allemande Helga Peterson est entrée dans le pays sur invitation privée, puis a quitté son territoire, comme le confirment les registres des services frontaliers. Cependant, ils ont refusé de fournir une copie de ces registres, invoquant les lois sur la protection des données personnelles. Toutes les demandes de la police allemande envoyées par l'intermédiaire d'Interpol sont restées sans réponse. La famille s'est retrouvée prise au piège dans un vide juridique. Pour l'Allemagne, le crime n'avait pas été commis sur son territoire, et pour le Qatar, il n'y avait tout simplement pas de crime. Youssouf Al-Tamimi restait une figure intouchable, protégée par son statut et par un mur de silence érigé par son équipe juridique. Thomas Petersen, le frère d'Helga, a refusé d'accepter cette situation. Il a pris un congé illimité et s'est consacré entièrement à la recherche de sa sœur. Il a créé un site web dédié à sa disparition. Il a tenté d'attirer l'attention de la presse, mais les grands médias étaient réticents à publier des informations contenant des accusations contre un membre de la famille régnante du Qatar sans preuves solides.
En août 2019, après avoir épuisé toutes les voies officielles, Thomas a décidé de faire appel au service d'un spécialiste privé. Il a choisi l'agence de conseil berlinoise Fortitudo Security, dirigée par Daniel Fischer, un ancien agent du service fédéral de renseignement allemand. Fischer était spécialisé dans les affaires que les agences gouvernementales refusaient de traiter. Enlèvement dans des zones à haut risque, espionnage industriel et recherche de personnes disparues à l'étranger. Après avoir étudié les documents fournis par la famille Peterson, Fischer a immédiatement identifié l'ampleur du problème. Une enquête directe au Qatar était hors de question. Toute activité suspecte de la part d'un agent étranger entraînerait son arrestation immédiate et un scandale international. La seule option était de travailler à distance, en recueillant petit à petit des informations provenant de sources ouvertes et fermées. Fischer a passé ses premières semaines à établir un profil psychologique et biographique détaillé du cher Youssouf Al-Tamimi. Ce dernier n'était pas seulement un homme d'affaires, mais aussi une figure clé des intrigues complexes au sein du clan de l'élite qatarienne. Son image publique, celle d'un mécène éclairé, diplômé d'Oxford et connaisseur de la culture européenne, contrastait fortement avec les informations que Fischer recevait par ses canaux non officiels. Fischer a découvert une tendance. Au cours des 10 dernières années, au moins 4 jeunes femmes d'Europe et d'Amérique du Nord associées à Al-Tamimi avaient disparu dans des circonstances similaires. Parmi elles se trouvaient un mannequin français, une étudiante canadienne et une galeriste britannique. Dans tous les cas, l'histoire se déroulait selon le même scénario. Le cher les charmait, leur promettant de soutenir leur carrière, les emmenait à Doha. Puis, après quelques mois, les femmes disparaissaient sans laisser de traces. Leurs familles ont reçu une généreuse compensation financière via des comptes offshore, en échange de la signature d'un accord de confidentialité. Aucun de ces cas n'a jamais été porté à l'attention de la police. C'était une machine bien huilée, où la vie humaine n'était qu'un poste de dépense parmi d'autres dans le budget. La percée dans cette affaire est venue de manière inattendue. En analysant les réseaux sociaux et les forums destinés aux expatriés travaillant au Qatar, l'équipe de Fischer est tombée sur un message laissé par une femme sous un pseudonyme. Elle y décrivait les conditions de travail insupportables dans une villa de West Bay Lagoon et mentionnait une histoire terrible avec un designer allemand. Il a fallu plusieurs semaines de travail minutieux pour identifier l'auteur du message. Il s'agissait d'une citoyenne philippine nommée Rosaline Magsaysay, qui travaillait comme femme de chambre à la résidence Al-Tamimi et avait été licenciée fin mai 2019, presque immédiatement après la disparition d'Elga. Fischer a retrouvé Rosaline dans la banlieue de Manille. La femme vivait dans une peur constante. Lorsqu'elle a été licenciée, les services de sécurité du Cher l'ont forcée à signer des documents de confidentialité, la menaçant de se venger sur sa famille dans son pays d'origine. Il a été difficile de la convaincre de témoigner. Fischer lui a garanti, ainsi qu'à sa famille, une réinstallation en Europe et un programme de protection des témoins, grâce à ses anciennes relations dans les cercles gouvernementaux. Le récit de Rosaline était le chaînon manquant dans la chaîne des événements. Elle a confirmé que durant les dernières semaines de sa vie à la villa, Elga était profondément déprimée et constamment en conflit avec le Cher. Il lui avait interdit d'utiliser Internet et lui avait confisqué son téléphone allemand personnel. Selon Rosaline, la dernière dispute a eu lieu dans la nuit du 3 mai. Elga a accusé Youssouf d'être un menteur et un geôlier et a déclaré qu'elle trouverait un moyen de tout signaler à l'ambassade. Le Cher, qui était ivre ce soir-là, est entré dans une rage folle. Rosaline a entendu des cris, des coups et un bruit sourd comme si quelque chose de lourd était tombé sur le sol. Après cela, un silence de mort s'est abattu sur la villa.
Le lendemain matin, le Cher a annoncé au personnel que Madame Peterson était partie en urgence pour des raisons familiales. Cependant, aucun des domestiques ne l'a vue quitter la maison ni n'a vu de voiture venir la chercher pour l'emmener à l'aéroport. De plus, Rosaline a remarqué que les 2 grands sacs de voyage d'Helga étaient toujours dans le dressing. Le détail le plus inquiétant de son récit était que le lendemain du prétendu « départ » d'Helga, une équipe de jardiniers qui n'appartenait pas à l'entreprise de service habituelle était arrivée à la villa. Ces ouvriers avaient travaillé dans la partie la plus éloignée du jardin, près du mur, où se trouvait une grande statue de lion en pierre, importée d'Italie. Ils avaient travaillé toute la nuit à l'aide d'une petite excavatrice et étaient repartis le lendemain matin. Après leur passage, le sol autour de la statue était fraîchement creusé et recouvert de nouveaux gazons en rouleaux. Rosaline était certaine que quelque chose avait été enterré dans le jardin cette nuit-là. Le témoignage de Rosaline Magsaysay a considérablement modifié le statut de l'affaire, mais il a également créé un dilemme tactique difficile pour Daniel Fisher et la famille Peterson. Ils disposaient d'informations sur le lieu probable de l'enterrement, mais il n'existait aucun moyen légal de les utiliser. Toute tentative de perquisitionner la villa de Cheikh Al-Tamimi sur la base du témoignage d'un seul témoin, qui se trouvait en outre à des milliers de kilomètres, était vouée à l'échec. De plus, la divulgation prématurée de la source de l'information mettrait Rosaline en danger de mort. Les services de sécurité qatariens, réputés pour leur efficacité, l'auraient facilement retrouvée et réduite au silence à jamais. Fisher comprit qu'agir de front reviendrait à détruire la seule chance d'obtenir justice. Il fallait créer une situation dans laquelle la découverte des restes semblerait accidentelle, plutôt que le résultat d'une fouille ciblée. La stratégie passa d'une enquête directe à une combinaison en plusieurs étapes, visant à faire fonctionner le système contre lui-même. La première étape consistait à créer un dossier confidentiel complet. Il ne s'agissait pas d'un simple rapport, mais d'un document méticuleusement compilé destiné à influencer les plus hautes sphères de la diplomatie allemande. Il comprenait une biographie complète du Cher, mettant l'accent sur son côté obscur, une analyse détaillée des cas précédents de disparition de femmes, les stratagèmes financiers utilisés pour acheter leur silence et une transcription complète et certifiée conforme du témoignage de Rosaline Magsaysay. Un élément clé du dossier était un rapport technique préparé par un expert en analyse d'images satellites engagé par Fisher. En comparant des images d'archives de la villa de West Bay Lagoon datant d'avril et de fin mai 2019, l'expert a trouvé des signes évidents de perturbation du sol dans la partie du jardin décrite par Rosaline. Les images de mai montraient clairement une zone rectangulaire dont la couleur et la densité différaient de celles de la zone environnante, preuve irréfutable de travaux de terrassement récents. Fort de ce document, Fisher a utilisé ses anciennes relations pour organiser une réunion informelle avec un haut fonctionnaire du département Moyen-Orient du ministère allemand des Affaires étrangères. La réaction était prévisible, une prudence frôlant la crainte. Une confrontation avec le Qatar, l'un des principaux fournisseurs européens de gaz naturel liquéfié, pourrait entraîner une grave crise énergétique et diplomatique. Cependant, les preuves présentées par Fisher, en particulier le témoignage étayé par des données satellitaires, étaient trop convaincantes pour être ignorées. Le gouvernement allemand ne pouvait pas ouvrir d'enquête officielle, mais il pouvait agir par des voies non officielles. L'ambassadeur allemand à Doha a reçu un message crypté, lui demandant d'exercer une pression douce. Lors d'une des réunions protocolaires avec un représentant du ministère qatari des Affaires étrangères, l'ambassadeur a mentionné avec désinvolture le cas de la citoyenne allemande disparue Helga Peterson, soulignant que de plus en plus de questions se posaient à Berlin et que cette affaire pourrait avoir un impact négatif sur le climat d'investissement
si une solution satisfaisante n'était pas trouvée. Le nom du cheikh Al-Tamimi n'a pas été mentionné, mais l'allusion était on ne peut plus claire. Dans le même temps, l'équipe de Fisher a continué à surveiller 24 heures sur 24 toutes les activités liées au cheikh. Et là, la chance leur a souri, ce qui était toutefois le résultat d'un travail systématique. En analysant les contrats signés par l'une des entreprises de construction appartenant à Al-Tamimi, les analystes de Fisher ont découvert une importante commande de travaux d'aménagement paysager sur le terrain de sa villa à West Bay Lagoon. Le projet, prévu pour novembre 2019, comprenait la construction d'une nouvelle piscine et le réaménagement du jardin à l'endroit même où se trouvait la statue du lion. Les motivations du cheikh étaient simples. C'était un homme obsédé par le statut social et le luxe, et il réaménageait constamment sa résidence. Il était tellement sûr de son impunité qu'il avait probablement déjà oublié le terrible secret que renfermait la terre de son jardin. Cette information s'est avérée décisive. L'ambassadeur allemand a reçu de nouvelles instructions. Lors de la réunion suivante, il a de nouveau abordé le sujet de la disparition d'Helga Peterson et, se référant à des renseignements non vérifiés, a mentionné que sa disparition pouvait avoir été violente et que son corps se trouvait peut-être encore au Qatar. Il s'agissait d'une manœuvre calculée. L'Allemagne n'a pas porté d'accusation directe, mais a clairement fait savoir qu'elle disposait d'informations et a averti que toute découverte accidentelle de restes humains serait examinée de près. Le calcul était que les autorités qataries, ne voulant pas d'un scandale international, ne permettraient pas aux cheikh de cacher les preuves si elles étaient trouvées. Le 22 novembre 2019, une équipe d'ouvriers pakistanais et népalais a commencé à travailler dans le jardin de la villa. Le cheikh était alors en voyage d'affaires à Londres. Vers 16 heures, le godet d'une petite excavatrice creusant le sol à l'emplacement du futur bassin de la piscine a heurté un objet dur. Les ouvriers, pensant qu'il s'agissait d'une pierre, ont essayé de l'enlever. Une fois le sol dégagé, ils ont découvert un gros paquet de polyéthylène noir épais, enveloppé de plusieurs couches de ruban adhésif renforcé. Le contremaître, un Pakistanais âgé, a immédiatement interrompu tous les travaux et, réalisant la gravité de la situation, a appelé directement la police locale et non le service de sécurité de la villa. La patrouille, arrivée sur les lieux, a bouclé la zone. Elle n'a pas ouvert le paquet immédiatement. Celui-ci a été soigneusement retiré et envoyé à la morgue centrale de Doha pour y être examiné. La nouvelle de la découverte de restes humains dans la villa d'un membre de la famille régnante a immédiatement atteint les plus hautes sphères du pouvoir. Et à ce moment précis, la diplomatie allemande est à nouveau entrée en jeu. L'ambassade d'Allemagne a envoyé une note officielle au ministère des Affaires étrangères du Qatar, exigeant que son représentant soit autorisé à participer à l'identification du corps et à avoir accès au dossier, invoquant de solides raisons de croire que les restes retrouvés pourraient appartenir à la citoyenne allemande disparue Helga Peterson. Le piège était tendu. Il était désormais pratiquement impossible de dissimuler la découverte ou de falsifier les résultats de l'examen sous le regard attentif des diplomates allemands. La procédure qui a suivi la découverte des restes est devenue le théâtre d'une lutte silencieuse entre la justice qatarienne, qui cherchait à garder le contrôle de la situation, et la partie allemande, qui insistait pour obtenir une transparence maximale. Sous la pression des diplomates, les autorités qatariennes ont pris une mesure sans précédent. Le docteur Klaus Richter, anthropologue légiste de l'Office fédéral allemand de police criminelle, a été admis dans l'équipe d'examen médico-légal en tant qu'observateur. Sa présence a exclu toute possibilité de falsification ou de dissimulation des résultats. La conclusion des experts était sans équivoque et ne laissait aucune place à l'interprétation. Les restes appartenaient à une femme caucasienne âgée de 25 à 35 ans.
La cause du décès était multiples fractures du crâne, infligées par un objet contondant lourd, ainsi qu'une asphyxie causée par une compression du cou, comme en témoignait une fracture de l'os hyoïde. L'heure du décès a été établie avec une précision de quelques semaines et correspondait parfaitement à la période de la disparition d'Helga Petersen. Après nettoyage, les fragments de tissu trouvés avec le corps ont été identifiés comme étant de la soie, provenant d'une robe de la maison de couture française Givenchy, la même robe que Helga portait sur la dernière photo qu'elle avait envoyée à son amie à Doha. La preuve finale et irréfutable est venue des tests génétiques. Des échantillons d'ADN prélevés sur le tissu osseux ont été envoyés en Allemagne pour être comparés au matériel génétique fourni par les parents d'Helga. La correspondance était parfaite. Le 28 décembre 2019, les autorités qataries ont officiellement informé l'ambassade d'Allemagne que le corps retrouvé dans la villa de West Bay Lagoon avait été identifié comme étant celui de la citoyenne allemande Helga Petersen. Le cheikh Youssouf Al-Tamimi a été arrêté dès son retour de Londres. Cependant, sa détention n'avait rien à voir avec la procédure habituelle. Il n'a pas été placé dans un centre de détention, mais escorté vers l'un des palais de campagne de sa famille, où il a été placé en résidence surveillée dans des conditions luxueuses. Il a immédiatement été entouré d'une équipe d'avocats de renom venus de Londres et de Beyrouth, qui ont commencé à élaborer une stratégie de défense. La stratégie était prévisible, nier toute culpabilité et rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Lors des premiers interrogatoires, le cheikh s'est dit choqué et dévasté. Il a affirmé aimer Helga et la considérer comme sa meilleure amie. Selon son récit, elle avait quitté le Qatar début mai après une dispute mineure, et il n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé par la suite. Il a qualifié la découverte de son corps dans l'enceinte de sa villa de provocation monstrueuse, organisée par ses ennemis dans le monde des affaires ou de la politique afin de le discréditer. Ses avocats ont développé cette théorie, affirmant que des agresseurs inconnus avaient tué Helga ailleurs, puis s'étaient introduits dans la villa et avaient enterré le corps pour piéger le cheikh. Cette version n'a toutefois pas résisté à un examen minutieux. Le système de sécurité de la résidence, qui comprenait des détecteurs de mouvement, des dizaines de caméras et des postes de sécurité 24 heures sur 24, rendait pratiquement impossible toute intrusion inaperçue pour creuser. Alors que les avocats du cheikh tentaient de créer une tempête médiatique, les enquêteurs qataris, travaillant sous la supervision tacite de leurs collègues allemands, se sont concentrés sur les preuves numériques. Tous les appareils électroniques appartenant à Al-Tamimi ont été saisis, et c'est là que la défense a subi une défaite écrasante. Les spécialistes de la cybercriminalité ont réussi à récupérer des données supprimées du téléphone principal du cheikh plusieurs mois auparavant. Parmi des centaines de gigaoctets d'informations inutiles, ils ont trouvé le fichier qu'ils recherchaient, une photo prise avec l'appareil photo Avantar dans la soirée du 2 mai 2019. La photo montrait le visage baigné de larmes d'Helga Petersen. L'analyse de l'éclairage de fond et des éléments intérieurs capturés dans le cadre indiquait clairement que la photo avait été prise dans sa chambre à coucher, dans la villa. Mais la principale preuve était le message qu'elle avait tapé dans l'application Messenger, mais qu'elle n'avait jamais envoyé. « Personne ne saura que je suis ici ». Les métadonnées du fichier contenaient l'heure et la géolocalisation exacte, qui coïncidaient parfaitement avec le lieu et l'heure de sa mort, tel qu'établi par l'enquête. Cette découverte a rendu toute la ligne de défense inefficace. La photographie était la preuve irréfutable qu'Helga n'avait pas l'intention de partir volontairement. Elle était captive et consciente du danger mortel qui la guettait. Un procès public d'un membre de la famille régnante était absolument hors de question. Un tel procès aurait causé un préjudice irréparable à la réputation du Qatar
et aurait pu provoquer une crise politique interne. La solution a été trouvée dans les traditions du système politique fermé du Moyen-Orient. En février 2020, une session à huis clos du tribunal de la charia a eu lieu. Le public a seulement été informé que le procès avait lieu. Sur la base des preuves présentées, témoignages, résultats d'examens médico-légaux et preuves numériques, Youssouf Al-Tamimi a été reconnu coupable de meurtre. Cependant, la peine prononcée a été aussi clémente que possible. Au lieu de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité dans une prison d'État, il a été condamné à la réclusion à perpétuité dans l'une des résidences isolées appartenant à l'État. Il a été dépouillé de tous ses actifs commerciaux, son nom a été retiré de toutes les listes officielles et son existence publique a effectivement cessé. Pour le monde extérieur, il a cessé d'exister. C'était la punition ultime pour un membre de l'élite. La famille d'Helga Petersen a reçu sa dépouille en mars 2020. Ils l'ont enterré dans un petit cimetière près de Hambourg. Il n'y a eu aucune excuse officielle, ni reconnaissance publique de culpabilité de la part des autorités qataries. Cependant, une somme de plusieurs millions de dollars a été transférée sur le compte de la famille par l'intermédiaire d'une banque suisse à titre de compensation. Rosaline Maxaysé et sa famille ont été clandestinement conduites en Allemagne, où elles ont reçu de nouveaux documents et obtenu l'asile. L'histoire d'Helga Petersen n'a jamais été rendue publique, restant l'une des nombreuses tragédies méconnues qui se sont déroulées derrière les hauts murs des palais, où le pouvoir absolu et l'impunité ont brouillé la frontière entre contes de fées et pièges mortels.